Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Bols, le cofondateur du site Prison Insider. Bonjour Bernard Bols. Bonjour. Vous avez fondé l'Observatoire international des prisons il y a près de 30 ans. Vous avez été contrôleur général des lieux de privation de liberté. Comment vous avez vu le monde carcéral évoluer depuis ces 30 années, on va dire? Ce monde de l'enfermement évolue incontestablement. On s'est battu pour qu'il évolue. Certains phénomènes peuvent être qualifiés de progrès, incontestablement. Enfin, il y a des choses Lesquels? qui se sont passées. Bien, on s'est plaint de la vétusté des établissements, on en construit des neufs. Le problème, c'est qu'il y a l'envers du décor. J'apprends rien à personne en disant aujourd'hui que ces nouveaux établissements sont questionnés, pour ne pas dire contestés, par la dimension qu'ils ont, qui est très importante et qui finalement fait que les personnes deviennent des petits éléments dans un grand tout qui rend difficile l'attention que ces personnes réclameraient. On anonymise les anonymes déjà, quoi. On les anonymise et puis finalement on les déshumanise parce que les personnels sont moins nombreux, mais dans une sorte de configuration plus commode, plus Parce qu'on facile. on a rationalisé On aussi les rationalise prisons. exactement comme on rationalise l'hôpital, l'entreprise. Enfin, ce qui se passe à cet endroit-là est commun à l'ensemble, sauf qu'ici on a affaire à des hommes et des femmes qui étaient quand même, pour la plupart, dans des vraies difficultés, qui les ont conduits à l'infraction. Et dès qu'on perd le regard humain et bienveillant qu'on doit à toute personne, dès lors qu'on finit par la considérer comme totalement responsable d'une infraction qu'elle aurait commise, eh bien, on perd ce regard humain et le pire peut arriver. Et donc, on est aujourd'hui dans une configuration qui est plutôt inquiétante. Justement, c'est un combat que vous menez aussi. Vous le prolongez désormais avec ce site-là, Prison Insider. Qu'est-ce qui a présidé à la genèse de ce site internet? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Prison Insider? Ben, ce qui m'a motivé, c'est que on avait perdu la dimension internationale de l'OIP. L'Observatoire international des prisons est né à Lyon, avec un secrétariat international basé à Lyon. Et on a publié des rapports jusqu'à plus de 50 pays dans le monde, qu'on a sortis au Palais des Nations à Genève, au Centre Georges Pompidou à Paris, à Bruxelles, avec une vraie force collective. Et puis cette force-là s'est perdue. Il est resté des morceaux de cette organisation, notamment une section française qui est vaillante, qui fait du bon travail, mais qui est franco-française. C'est un observatoire français des prisons. Il y a un observatoire international des prisons section belge qui va sortir la semaine prochaine un rapport de 250 pages. C'est un groupe d'avocats qui travaille assez différemment de la section française, qui fait un excellent boulot. Mais il n'y a plus de coordination, il n'y a plus de travaux en commun. Et donc il y avait la nécessité de retrouver une dimension internationale. Il se trouve que depuis 15 ans où cet OIP s'est arrêté, personne, aucune structure américaine, anglo-saxonne, de langue latine ou peu importe dans le monde a pris cette place. Pourquoi cette communion, on va dire, internationale autour d'un même thème a périclité, s'est brisée en plusieurs morceaux, comme vous avez dit? Parce que je pense que l'enfermement intéresse peu de monde. Et puis l'enfermement est instrumentalisé par les politiques de façon idéologique pour à la fois on inquiète les gens avec l'insécurité et le fait divers. On dit qu'il faut avoir un recours à l'enfermement. Il n'y a jamais eu aussi peu de crimes. Enfin, on voit d'année en année baisser la délinquance. Mais simplement, c'est qu'on inquiète les gens d'une façon ou d'une autre. Vous savez, au 19e siècle, au début du 20e siècle, la violence était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, il y a le terrorisme qui est complètement traumatisant et épouvantable, mais qui est quand même marginal dans le paysage. Et les politiques, de droite comme de gauche, s'emparent de ces instruments-là pour justifier l'injustifiable, parce qu'on est complètement contre-productif. C'est-à-dire contre-productif? Contre-productif, on sait ce qui fait que les gens sont moins dans la récidive. C'est l'accompagnement, c'est l'aménagement de la peine, fait moins de récidive. Or, quand on prétend être du côté des victimes en disant « moi je vais faire des peines jusqu'au bout », assez du laxisme de la justice, et on va pas accompagner la peine, on va pas l'aménager, c'est des gens qui sont On va davantage... recréer des victimes, On finalement. fabrique des victimes en prétendant être de leur côté. Donc c'est un non-sens absolu et tout le monde tombe dans le panneau. Alors donc il y a intérêt, enfin on a un grand intérêt
à essayer d'alerter sur la conscience qu'il faut pour regarder son semblable. Moi, je suis passé par la case prison. Alors, pas très longtemps, certes, mais je dis simplement que le prisonnier, c'est l'un d'entre nous à un moment de sa vie. Qu'est-ce qui... vous parlez de la prison en France. L'état du système carcéral français, on a dit depuis 30 ans, bon, il a amélioré par certains points, il s'est dégradé par certains autres. Sur la vision du tout carcéral, il y a ceux qui, comme on vient d'en parler, sont pour le tout carcéral, d'autres pour les peines alternatives. Quel est l'avenir selon vous pour ces prisons? L'avenir des prisons, enfin pas des prisons, mais c'est des sanctions. C'est comment on peut penser la sanction, comment on peut faire baisser la violence dans nos sociétés. C'est ce à quoi on travaille. Je vais être obligé de vous couper, Ben Albor, Ouais. parce qu'on est arrivé au bout de ces 6 minutes Ouais. sur TLM. On va dire au revoir aux téléspectateurs de TLM. Si vous voulez suivre la suite de cet entretien, c'est sur Lyon Capital, sur le site internet et sur le site de TLM. À bientôt. Et on est toujours ensemble. Donc je vous coupais, on parlait de la situation et des réponses à apporter, notamment sur les peines finalement, où vous disiez, on parlait des peines alternatives ou du tout carcéral. Je vous laisse poursuivre votre réponse. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de démocraties sont en train de prendre conscience du non-sens, du coût pour la collectivité et de la non-productivité du tout carcéral. Et vous avez des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme l'Autriche. Je ne parle pas des pays du nord de l'Europe, parce qu'ici ils sont mis il y a longtemps, mais même comme les États-Unis, qui sont en train de concevoir, de baisser progressivement leur taux d'incarcération. Donc quand on est dans une démocratie et qu'on veut effectivement tenter de vivre ensemble, eh bien, il faut faire en sorte qu'on puisse le faire. Or, chaque fois qu'on stigmatise, qu'on enferme, qu'on maltraite un certain nombre de personnes, je vous donne un exemple. Ce qui fait l'incarcération, c'est la politique pénale, c'est pas la délinquance. Si demain on décide que le cannabis ou tel type de stupéfiant n'est plus passible des tribunaux et ne mérite plus la prison, on fait baisser la population carcérale. Si demain on décide que les femmes qui subissent une interruption volontaire de grossesse doivent aller en prison, comme il y a certaines même démocraties qui le réclament aujourd'hui, sous la pression de certains éléments de l'Église catholique ou d'éléments très réactionnaires, on va remplir à nouveau les prisons. Il y a beaucoup de pays. Il y a des pays où on enferme les homosexuels. Au train où vont les choses, il y a des gens qui vont commencer à le réclamer, y compris dans nos démocraties. Et à ce moment-là, vous pouvez faire monter la population carcérale. On voit bien que le temps passé moyen en prison, vous savez, en France, il est quoi? Un peu moins de 11 mois. Il y a près de 100 000 personnes qui rentrent chaque année en prison pour une durée moyenne de 11 mois. Il y a des gens qui restent 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou à perpétuité, qui modifient. Puis il y a des gens qui restent 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cette moyenne fait un peu plus de 10 mois. On voit bien qu'il ne faut pas avoir tué père et mère pour passer ce temps-là en prison. Selon vous, il faut à terme supprimer les prisons ou il faudra toujours garder... Moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer les prisons, je dis qu'il faut un monde avec moins de prisons et qu'on peut apprendre à sanctionner des personnes autrement qu'en les enfermant, notamment quand elles ne représentent aucun danger physique pour autrui. Bien sûr, quelqu'un qui est menaçant ou qui est violent, à un moment donné, il faut pouvoir l'arrêter. On ne peut pas dire à une femme qui serait maltraitée par un homme, écoutez, on ne peut pas simplement lui demander de se calmer. À un moment donné, il faut la protéger réellement. Et il y a quand même des femmes qui meurent constamment sous les coups, et puis il y a toutes celles qui subissent des violences, je pense par exemple à elles. À un moment donné, il faut trouver des solutions. Ces solutions, elles peuvent être très temporairement l'enfermement, mais bien sûr qu'il y a d'autres solutions à trouver. Et puis il y a tous ceux qui y vont, qui n'ont jamais représenté ou commis de violence. Il y a même énormément de personnes qui se retrouvent en prison alors qu'il n'y a aucune victime. Celui qui a consommé un produit stupéfiant, enfin il n'y a pas de victime, je dirais à part lui-même si on veut considérer qu'il est victime. Mais on éprouve le besoin de l'enfermer. Voilà, sur certaines infractions routières, moi dans mon travail de contrôle auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté, j'ai vu des artisans enfermés depuis 4 ou 5 ans, simplement parce qu'ils avaient bu un coup avec leurs clients à l'issue d'un chantier, qui s'étaient fait contrôler, et puis suppression du permis de conduire, et le lendemain ils repartent sur le nouveau chantier qui les attend avec leurs ouvriers. Le juge les condamne une deuxième fois, une troisième, sans qu'il y ait eu d'incident supplémentaire, en conduite sans permis, simplement.
Et à ce moment-là, au bout d'un certain nombre de fois, on dit il n'a pas compris et on fait tomber tous les sursis. Et la personne perd son appartement, souvent Son perd sa travail. vie familiale, son entreprise est ruinée, etc. On peut sanctionner, il n'y a jamais eu d'accident, on peut sanctionner autrement ce type d'infraction que par l'enfermement. Par des peines alternatives, on a bien compris. On va revenir sur votre site Prison Insider. Cette année, en début d'année, vous avez décidé de le faire passer en gratuit. Pourquoi ce choix? D'abord, on avait choisi un coût très démocratique parce qu'on pouvait le visiter ponctuellement pour 3 euros, s'abonner pour une année pour 30 euros. On s'est rendu compte que monter une telle entreprise à l'échelle mondiale, c'est extrêmement long, d'autant nos moyens sont quasi ridicules par rapport aux organisations qui produisent une telle information. Et donc, avant que ce site soit satisfaisant dans sa production et représente une réelle valeur ajoutée, Aujourd'hui, qui produit d'ailleurs une sur le vraie site richesse, il faut beaucoup de temps. Donc, il faut que les gens puissent le fréquenter. C'est quoi? C'est des avocats qui produisent le contenu aujourd'hui, des gens du milieu judiciaire, carcéral? On trouve des correspondants. Là, on a noué des liens dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Ce sont des organisations, soit ça va être une Ligue des droits de l'homme, un collectif d'avocats, des universitaires. Chaque fois, c'est ponctuellement ce vers quoi nous emmène. On travaille avec des anthropologues de l'École normale supérieure de Lyon qui sont présents sur le terrain de l'Afrique. On travaille avec des collectifs d'avocats. On travaille avec toutes sortes, avec des ligues des droits de l'homme, avec des militants locaux. Et on fait valoir leurs travaux. Ces personnes travaillent sur la question de l'enfermement. Comment ça se passe au Cambodge, pourquoi on introduit des objets dans la bouche ou dans l'anus des détenus et qu'il y a une maltraitance qui est constante. Bien, à un moment donné, il faut qu'il y ait déjà des gens qui ont le courage de le dire localement. Il faut qu'on donne une audience. Il faut qu'on dise que ces mauvaises façons, enfin ces façons épouvantables de faire, doivent être connues pour essayer de les contenir. Il faut, du coup, votre cible, c'est qui? Les institutions, les politiques? Notre cible, j'espère bien que demain, et avec la notoriété, parce que on a vraiment démarré notre communication la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière. En fait, quasiment. Oui, la semaine dernière, le 6 janvier, on a publié notre première newsletter pour faire état des avancées et on a consacré cet automne à nous approprier notre site, son fonctionnement, l'intégration des images. Il est en anglais, en espagnol et en français. Donc quand on n'a pas d'argent, il faut trouver une armée de bénévoles, il faut les animer. Et puis l'intégration, c'est pays par pays. C'est comme si on faisait 3 sites. Quand on intègre un portfolio, il faut l'intégrer dans les trois univers, dans les 3 langues. Tout ce travail est extrêmement long et on est une toute petite équipe. Vous êtes combien? Là, on est une dizaine, mais de dizaines avec des stagiaires, des étudiants en alternance, professionnels. Enfin, voilà. Tout le monde n'est pas à temps plein, quoi. Tout le monde n'est pas à temps plein, des bénévoles. Voilà. Et donc, c'est animé ce réseau, mais l'animer à l'échelle internationale, c'est un très long travail. Et donc, on n'était pas content de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on l'est. On regarde positivement ce qu'on est en train de fabriquer. Et je pense qu'on commence à intéresser les gens. Il y a des gens du Conseil de l'Europe qui commencent à nous regarder. Jean-Marie Delarue, qui a été le contrôleur général des lieux de privation de liberté, est en train, avec le Conseil de l'Europe, avec le soutien, de créer une organisation qui est un observateur aussi, qui va travailler sur les mécanismes nationaux de prévention. C'est-à-dire c'est les organisations qui, dans chaque État, sont chargées de regarder comment on prévient la torture. Et ça, c'est une invitation des Nations Unies pour chaque État. La France s'est dotée de ce mécanisme national de prévention avec la création du contrôleur général des lieux de privation. C'était en 2008. Jean-Marie Delarue a été nommé en 2008. Conseiller d'État, énarque, un personnage important de l'État, et qui a pris ce premier poste. Il a duré 6 ans, il ne peut pas être renouvelé. Et donc aujourd'hui, il travaille avec les gens du Conseil de l'Europe à la création de cet observatoire. Eh bien, ils ont suggéré de passer par Prison Insider comme un canal pour distribuer et interpeller les États à travers leur... Et on voit très bien comment on commence à intéresser des gens en Afrique noire, en Amérique latine, aux États-Unis, bien évidemment. Et donc on est en lien avec beaucoup de personnes et de collectivités pour voir comment, à un moment donné, on va étoffer notre production d'informations, étoffer les témoignages qui s'y produisent, étoffer, je vous invite à aller sur le site, c'est gratuit, à regarder par exemple Burundi. Il y a un portfolio sur le Burundi qui est absolument, magnifique et bouleversant.
on voit les gens dans leurs cellules, on peut avoir une représentation de ce qu'est l'enfermement dans un pays comme celui-ci. Merci Bernard Bols, pardon. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que c'était un très bon teaser pour aller voir ce site Prison Insider. Vous pouvez y aller, c'est gratuit comme on a dit. Et ça vous permettra de voir un petit peu l'état des lieux des prisons dans le monde et en 3 langues. Donc si vous avez des amis étrangers, il faut leur en parler. Merci encore à vous. Merci à Aurélien qui était à la technique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.